Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat comme tous les soirs sur France Culture entre 18h20 et 19h. À l'ordre du jour ce soir, la colère sociale est-elle contagieuse? Depuis une dizaine de jours au Chili, en Équateur, au Liban, de grandes manifestations de rue contestent les pouvoirs en place et réclament l'annulation de mesures fiscales ou monétaires impopulaires. Comme souvent, la concomitance de ces mouvements surprend et interroge même. Est-ce le fait du hasard ou bien de politique qui, de l'Amérique latine au monde arabe, de l'Europe à l'Afrique, provoque la colère des sociétés? Ce sont quelques-unes des questions que nous allons aborder avec le philosophe Michel Herman. Il est auteur de Au bout de la colère, mais également de Aimons-nous encore la liberté, aux éditions Plomb, en duplex depuis les studios de France Bleu Provence à Aix. Myriam Catus sera avec nous, elle est chargée de recherche au CNRS en sociologie politique, rattachée à l'Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans. Et Erika Guevara est avec nous en studio, elle est maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à Paris 8 et également docteur en sciences politiques. Every situation is unique. La situation est unique. Certaines manifestations sont déclenchées par des problèmes économiques, notamment la hausse des prix, des inégalités persistantes ou des systèmes financiers qui profitent aux élites. D'autres découlent des revendications politiques. Et dans certains cas, les gens réagissent à la corruption et à différentes formes de discrimination. Il existe des points communs entre les continents. Et cela devrait nous obliger tous à réfléchir et à réagir. Nous devons réfléchir aux facteurs sous-jacents. Il est clair qu'il existe un déficit croissant de confiance entre les citoyens et les institutions politiques et que le contrat social est de plus en plus menacé. Le monde est également aux prises avec les effets de la mondialisation et des nouvelles technologies qui ont accru les inégalités au sein des sociétés. Même lorsque les gens ne protestent pas, ils ont mal et veulent être entendus. Voilà, donc il s'agit de la déclaration du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, lors d'un point presse à New York. C'était vendredi dernier. Et d'une certaine façon, eh bien, on peut dire qu'Antonio Guterres est venu à notre secours. Nous avions évidemment, comme beaucoup de journalistes, observé la concomitance de ces mouvements sociaux un peu partout dans le monde depuis une dizaine ou une quinzaine de jours. Mais on ne pouvait pas dire d'une certaine façon qu'il y avait peut-être un point commun entre toutes ces situations. Et le secrétaire général de l'ONU nous a, vendredi dernier, conforté dans cette idée que peut-être il y avait sous-jacent, comme il le dit, des facteurs comme le déficit constant de confiance entre citoyens et politiques ou encore les effets des nouvelles technologies, de la mondialisation et le développement des inégalités. Bonsoir à vous, Michel Herman. Bonsoir. Vous êtes auteur de Au bout de la colère, c'était l'année dernière, publié chez Plomb. Vous êtes professeur de philosophie à l'Université de Bourgogne. Est-ce que vous aussi, en regardant les actualités, vous vous êtes posé ce type de questions ? Oui, je me la suis posée, d'autant plus que le secrétaire général vient de le dire, les gens ont mal. Et qu'est-ce que c'est que la colère? La colère, c'est l'émotion sans doute la plus archaïque de l'âme humaine, peut-être aussi la plus terrible, sans doute la plus humaine, et c'est une émotion qui s'inscrit dans le corps et par des attitudes, des gestes, et qui signifie « j'ai mal ». Et donc, implicitement, le secrétaire général vient de le dire, ce qui réunit ces différents mouvements sociaux, ce qui réunit ce qui m'apparaît, moi, comme des révoltes et pas comme des révolutions, c'est effectivement la colère. Alors, le problème, effectivement, c'est quand de la colère individuelle à la colère collective, qu'est-ce qui se passe? La colère individuelle est une émotion, elle est passagère. La colère collective est devenue une passion. Et elle s'appuie, elle s'étaye sur beaucoup d'autres émotions. Donc il va falloir peut-être un peu parler selon les lieux et les situations. Effectivement, on en parlera avec vous dans un instant. Enrica Guevara, vous avez remarqué, en tant que spécialiste du monde latino-américain, de tout l'espace Caraïbe également, vous avez remarqué qu'il pouvait y avoir contagion des colères, même si vous n'aimez pas ce terme de contagion parce qu'il vous fait trop penser à une maladie. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, donc je commence par là, remettre en question déjà le mot de contagion. Pourquoi? Parce que quand vous parlez de contagion, vous faites appel à une métaphore qui est d'ordre médical. Absolument. Donc, on pense à la colère, donc, et aussi colère. Donc là, ce qu'il y a derrière la colère, c'est de la contestation, c'est de l'expression du mécontentement.
Et vous êtes en train de le décrire là comme si c'était une maladie, comme si c'était quelque chose qui se transmettait par le contact, par imitation, par contagion, contamination, comme si c'était une pandémie. Or, ça peut être réducteur dans le sens où, justement, l'action collective a des raisons d'exister. C'est-à-dire, les gens ont des raisons de manifester une colère. Ce que dit le secrétaire général de l'ONU. Ont des raisons de manifester des mécontentements. Et donc, il est intéressant aussi de comprendre, plutôt que de parler de contagion, par exemple en Amérique latine, on voit différentes colères qui s'expriment. C'est-à-dire, c'est pas si simple de comparer ce qui se passe en Bolivie, qui est plutôt contre le président Morales, contre la réélection du président Morales. Ou ce qui peut se passer, par exemple en Équateur, où on a eu des manifestations à la suite d'une hausse des prix du carburant, ou une annonce de la hausse, parce que finalement il n'a pas pu la faire, ou ce qui s'est passé aussi au Chili, qui est en lien avec une hausse justement du prix de transport, ou ce qui se passe en Haïti, dont d'ailleurs sur ce qui se passe en Haïti on parle très peu en fait. Absolument. Donc justement, si on parlait de contagion, il faudrait commencer par Haïti. Donc est-ce que ce qui se passe en Haïti c'est transmis ailleurs? Oui, une des questions peut-être sur ce point, Erika Guevara, c'est que on peut parler de cela, de contagion. On a parlé de contagion révolutionnaire, par exemple, lorsqu'on a parlé de chaînes révolutionnaires qui se sont développées sur des périodes, que ce soit autour de 1848 ou que ce soit autour de 1780, 90, justement dans l'espace caribe et l'espace latino-américain. Donc, on a dit ce sont des contagions révolutionnaires. Donc, on pourrait utiliser ce terme ou un autre terme. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser à votre place que contagion, justement, pour pouvoir définir justement ces moments où, à différents endroits, pour différentes raisons, des populations s'élèvent, par exemple, contre leur souverain à une certaine époque ou contre leur gouvernement à notre époque? Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut regarder au cas par cas et regarder l'articulation, justement, entre les décisions politiques et les formes d'action collective. Parce que si vous regardez ce qui se passe au Chili, c'est pas du tout nouveau. C'est-à-dire, les mouvements sociaux qui ont lieu maintenant au Chili démarrent dans les lycées, et la contestation étudiante au Chili date de nombreuses années. En 2006, il y a déjà des révoltes étudiantes, les révolutions des pingouins, en 2011, en 2015, en 2016. Donc en fait, est-ce qu'on peut parler de quelque chose que le Chili s'est approprié d'ailleurs? Il me semble difficile de faire ça. Il me semble qu'il faut regarder au cas par cas. Myriam Catus, bonsoir. Vous êtes avec nous en duplex depuis les studios de France Bleu Provence à Aix. Est-ce que vous êtes d'accord à ce qui vient d'être dit par Erika Guevara pour votre espace géographique qui est plutôt l'espace du monde arabe et de la Méditerranée? Oui, allô, bonjour. Oui, on vous entend. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je continuerai cette discussion en mettant l'accent à la fois sur le risque, en parlant de contagion ou en parlant de passion révolutionnaire, de dépolitiser, je dirais, l'histoire même de ces mobilisations. Donc je suis tout à fait d'accord sur l'idée de rapporter les mobilisations actuelles, par exemple, qu'on peut observer à la fois au Liban, en Algérie, au Soudan, au Maroc, en Irak, bien sûr, actuellement. Donc, à la fois comprendre effectivement leurs interactions. Et là, je pense qu'on peut s'interroger sur les effets de l'inscription de chacune de ces économies et sociétés dans un système capitaliste mondialisé qu'on ne peut pas isoler. Enfin, je veux dire, on est là, il me semble, face à des effets manifestes, des limites et des impasses dans lesquelles on conduise des modèles d'économie politique contemporains. Et en même temps, il faut, il me semble, à chaque fois, effectivement, rapporter ces mobilisations dans leur histoire. Ne pas analyser ces mobilisations comme ce que certains ont pu appeler à certains moments des formes d'immaculée contestation, comme si la colère surgissait de nulle part et se pouvait propager. s'apaiser comme se propager et s'apaiser comme elle a surgi, mais au contraire essayer de comprendre comment ces expressions de colère
et leur généralisation, parce que c'est ça qui est intéressant aussi. Hein, comment est-ce que la colère, je dirais, dépasse les clivages qui jusqu'alors pouvaient empêcher justement la généralisation de protestations. Comment est-ce que cette colère s'explique dans le sentiment de la rupture, on va dire, d'un ordre considéré comme naturel, d'un ordre social, de forme de contrats sociaux, comme vous le disiez tout à l'heure, mais aussi comme un ordre considéré juste. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, selon vous, et d'après ce que j'ai cru comprendre de ce que disait Erika Guevara, il y a à la fois des causes endogènes, comme on dit, ou des causes exogènes, mais ça on le sait pour toutes les grandes manifestations historiques, pourrait-on dire, et qu'il ne faut jamais balayer les unes pour garder simplement les autres. Il y a des formes, effectivement, de propagation, de passage de relais d'un pays à un autre, mais chacune de ces manifestations publiques de descente dans les rues, par exemple, a sa propre raison, qui sont endogènes et liées au pays en question. Michel Herman, vous vouliez intervenir ? Oui, je voulais simplement dire que pour ma part, le mot de contagion ne gêne pas, à condition de considérer bien sûr que c'est une métaphore, disons, du mot imitation ou de la notion d'imitation. Moi je regarde les choses d'une autre façon. En tant que philosophe. C'est-à-dire que oui, plus psychopolitique, je crois que la colère est l'émotion de ce début du XXIe siècle. Bon, les raisons sont fort nombreuses, mais la colère qui a été une émotion très très longtemps condamnée, à la fois par les philosophies, par la civilisation des mœurs, par les morales religieuses, etc., est aujourd'hui une émotion valorisée. Et elle se marque dans le corps, elle se marque par un certain nombre de représentations. Par exemple, les gilets jaunes ont été repris dans d'autres parties du monde. À Hong Kong, les masques ont été employés, etc., etc. Donc je crois qu'il y a non pas un phénomène d'imitation, disons de contagion-imitation, qui fait que la colère qui a toujours été dans l'histoire un facteur d'évolution sociale, en tout cas de changement social. Un moteur. Un moteur est parfois un facteur. Alors là, est-ce que la colère reste toujours un moteur ? Elle reste toujours un moteur lorsqu'elle est reprise par le politique. Toute la question aujourd'hui, c'est de savoir où est le politique. On le voit au Liban, puisque on apprend la démission du Premier ministre. Je reviendrai là à la question des causes endogènes. Effectivement, ce qui me frappe au Liban, c'est qu'on a l'impression que le peuple fait d'une multitude de plebs, c'est-à-dire de citoyens qui sont soit chiites, soit sunnites, soit chrétiens, soit maronites, etc. Les manifestations ont l'air finalement, le plebs a l'air de redécouvrir le populus, c'est-à-dire le peuple. L'unité nationale, en quelque sorte, qui divise, qui vient s'opposer aux divisions politiques. Qui sont institutionnelles, en fait. Institutionnelles. Oui, sur ce point, Myriam Catus, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire ce qu'on a longtemps noté à propos de ce qui se passe au Liban depuis quelques jours, c'est-à-dire que ceux qui descendent ou celles qui descendent dans les rues n'ont pas grand-chose à faire, a priori, avec les divisions institutionnelles de ce pays depuis le milieu des années 40 ? Oui, il semble effectivement que c'est la particularité de ce mouvement. Il semble effectivement que c'est un mouvement qui dépasse, on va dire, les clivages communautaires qu'on a souvent érigés comme des barrières aux mobilisations transversales. Ceci étant, c'est pas nouveau dans le cas du Liban. Là, ce qui est nouveau, c'est effectivement l'ampleur du mouvement. Mais avant la guerre civile et après la guerre civile, et même d'ailleurs pendant la guerre civile, il y a des tas de mouvements comme ça transversaux qui se sont articulés, notamment autour de causes socio-économiques. Et je dirais que là, depuis le début de 2019, il y avait toute une série de mobilisations qui s'organisaient déjà autour de la défense de droits collectifs à la protection sociale, au travail, à l'accès à l'emploi. En 2005, le grand mouvement aussi de 2005 qui avait départagé ce qu'on a appelé le groupe du 8 mars et le groupe du 14 mars, ces grands mouvements populaires qui ont fait aussi descendre des centaines de milliers de personnes dans la rue étaient aussi des mouvements, je dirais, nationaux. Le drapeau libanais flotte à chaque fois dans ces foules qui manifestent autour de mots d'ordre, on va dire, multiples
et variées. Là, ce qui est nouveau, je dirais, exceptionnel, c'est l'ampleur du mouvement. Est-ce que vous pensez, Erika Guevara, que quand Libération titre ce matin Hong Kong, Chili, Irak, la rébellion, et on pourrait rajouter peut-être Liban ou d'autres endroits comme cela, ils ont raison de le faire en unifiant justement ces manifestations de Hong Kong depuis maintenant pas mal de semaines, voire de mois, ce qui se passe en Irak et le nombre de morts dans les rues en Irak, ce qui se passe au Chili ou ce qui se passe encore au Liban, Erika Guevara? Pas vraiment. C'est-à-dire, moi, je rejoins Myriam Catus quand elle dit que ça dépolitise beaucoup, ça simplifie, en fait, les enjeux dans chaque pays. On perd de vue l'histoire, on perd de vue les acteurs, on perd de vue les spécificités. J'entends bien ce que vous dites, mais quand on réfléchit, par exemple, historiquement, à la question de mai 68, on s'aperçoit aujourd'hui que mai 68 démarre en 66, en 67 dans beaucoup de pays, que ça se développe, qu'il y a des contaminations ou des contagion, et moi je réutilise le terme que vous n'aimez pas, entre pays, que ce soit l'Allemagne, la Californie, la France ou d'autres pays, et que donc au bout du compte, historiquement, on s'aperçoit 40 ans, 50 ans plus tard qu'il y avait bien une matrice de, disons, 2 ou 3 années ou 4 années qui ont vu émerger à des endroits différents du globe des questions qui étaient semblables. D'accord, mais quels seraient ici les mécanismes de circulation? C'est-à-dire, comment est-ce que ça circule? C'est une vraie question. Vous me posez la question, moi je vous pose la question. Peut-être les réseaux sociaux, peut-être les images, peut-être ce qu'évoquait Michel Herman, la reprise de certains codes, des visages de V pour Vendetta, des Anonymous, du Joker, etc., dans différentes manifestations à différents points du globe. Ce sont peut-être d'ailleurs que des signes et pas autre chose que cela. D'accord. Donc, si on prend cette réflexion du point de vue des médias, justement, de la transmission à travers les médias, là, le problème le mot contagion pose aussi problème. Pourquoi? Parce que, du coup, vous partez d'une idée des effets directs des médias, des effets très forts et immédiats. Je rappelle que vous êtes professeur en sciences de l'information et de la communication. Donc, c'est aussi problématique. Pourquoi? Parce que ça, c'est des idées qui remontent c'est la fin du 19e siècle, le début du 20e. C'est les idées c'est la peur des foules, la peur des masses. Bien sûr, c'est Gustave Le Bon, vous voulez dire. Tout à fait. Et donc, on parle... gentil pour moi. Tout à fait. Et on parle ici d'une... en fait, on ne connaissait pas très bien comment fonctionnaient les médias. Or, aujourd'hui, quand on regarde, on a quand même une 50aine d'années d'études qui montrent que les effets des médias ne sont pas immédiats, c'est pas direct, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Bien sûr. Et par exemple, si on parle aujourd'hui des réseaux sociaux, effectivement, les réseaux sociaux jouent un rôle très important dans les contestations, mais on est pris à cause des algorithmes, à cause des usages, à cause des façons d'utiliser les médias, dans des bulles de filtre, c'est-à-dire on s'expose de manière sélective, on n'a accès qu'à certains contenus, pas à d'autres, et pas à d'autres, on est dans des chambres de résonance, donc on n'a pas accès, on n'est pas exposé aussi simplement aux images et aux contenus qui viennent de chaque pays. Michel Herman. Oui, alors écoutez, moi je comprends parfaitement et je suis tout à fait d'accord pour resituer ce qu'on appelle une colère ou une révolte ou une rébellion dans son contexte. C'est évident, c'est une nécessité. Mais il me semble encore une fois qu'il y a aujourd'hui une émotion qui domine et qui devient en quelque sorte transnationale, enfin qui devient presque mondialisée. Alors pourquoi? J'ai une explication qui, je reconnais qu'elle est peut-être assez basique, mais au fond, la révolution n'est plus possible aujourd'hui. Donc si la révolution n'est plus possible, eh bien, les colères ne peuvent donner lieu qu'à des rébellions. Et le problème, ça n'est pas ce que croient certains ou certaines de ceux qui se trouvent dans les manifestations cette Oui, fois-ci. alors est-ce qu'ils rêvent pas du mot révolution? Si vous voulez une révolution, ça demande quand même un projet. Reprenons le modèle, si c'est la matrice de la Révolution française, par exemple. Bon, la Révolution française, très vite, dès 89, non seulement il y a des colères, il y a eu des colères populaires, il y a eu des colères déjà 88 déjà fiscales, contre la cherté du prix du blé, etc., etc. Et puis en 89, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le sermon du jeu de paume, l'Assemblée nationale, très vite. Très vite, il n'y a plus de nobles ni de bourgeois, il y a des citoyens. Donc il y avait nécessairement, là aussi, c'était, comme le disent parfois les historiens un peu rapidement, les Lumières ont préparé la Révolution. Là, je me demande, si vous voulez, dans toutes ces révoltes, toutes ces rébellions, qu'est-ce qui est préparé? Quel est le projet, en quelque sorte?
C'est pas une critique, c'est une constatation. Il vous faudrait un projet pour que ça soit positif d'une certaine façon. Oui, il me faudrait un projet pour que, en tant que philosophe des émotions, pour savoir comment va se métaboliser ces colères, vont se métaboliser ces colères. Si on prend le cas du Chili, par exemple, avec vous, Erika Guevara, on viendra au cas libanais avec Myriam Katus tout de suite après. Si on prend le cas du Chili, on peut se poser la question de l'enracinement. On sait que, par exemple, on y reprend des slogans comme El pueblo unido jamás será vencido. Et donc, à partir de ce moment-là, on se réinscrit dans une longue histoire qui est une histoire enracinée de la nation chilienne, par exemple. Tout à fait. Là, oui. Et ça joue sur quoi, justement? Sur les émotions, sur le rappel d'une douleur, comme on peut peut-être l'entendre tout de suite. France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin. Un orchestre dans la rue à Santiago du Chili, hier, qui reprenait un orchestre de musique classique avec le peuple devant une église, sur une place, ce grand slogan, mais joué donc avec une interprétation qui vient de quoi? De l'orchestre debout, de Nuit debout à Paris. L'orchestration a été reprise depuis l'orchestre debout de Nuit debout. Peut-être. Mais il y a bien sûr des circulations. Néanmoins, il s'agit quand même d'une reprise. Ah, bien sûr. De tout le répertoire, de les chansons, de contestation chilienne. Tout à fait. Et donc, il n'y a pas eu que celle-là. Vous avez eu aussi... ce qu'on appelle un transfert culturel. Vous avez eu aussi les chansons de Victor Jara qui ont été reprises de manière très émouvante parce qu'elles ont été reprises par tout le monde. C'est-à-dire que la grande foule, le million, Plaza Italia, de personnes dans la place d'Italie. Ensuite, il y a aussi la chanson des prisioneros qui viennent, c'est-à-dire la danse de ceux qui restent, qui parle des inégalités dans l'éducation. Donc, il y a vraiment tout le répertoire de la dictature chilienne, de la musique de contestation de la dictature chilienne qui a été mobilisée. Donc, est-ce que ça vient de Nuit debout? Non, je dis pas. Je dis juste que peut-être une reprise, effectivement. Non, mais vous savez, la question des transferts culturels est une question complexe parce que vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas impact tout de suite d'un média sur un public, mais il y a aussi des transferts secrets qui se passent et qui permettent d'une manière ou d'une autre de changer les choses dans une société. Est-ce que c'est la même chose au Liban aujourd'hui, du côté de la place des Canons ou d'ailleurs à Beyrouth, mais pas simplement d'ailleurs à Beyrouth, Myriam Katus, parce que ce qui est très intéressant, c'est que ça se passe à Beyrouth et ailleurs, à Tripoli et un peu partout dans le Liban. Oui, je lisais ce matin qu'à Tripoli, on chantait Dalida, Helwe ya Baladi, qu'il est doux mon pays. Et que sur les places de Beyrouth, c'était l'hymne à la joie de Beethoven qu'on chantait de concert. Et il faut conseiller d'ailleurs l'excellent article de Benjamin Barthes dans Le Monde de ce soir, qui explique justement la multiplicité de ces façons de manifester, l'humour, la joie, la danse qu'il peut y avoir dans ces manifestations beyroutines et libanaises aujourd'hui, Myriam Katus. Ouais, on dit aussi la même chose des manifestations du mouvement algérien, le Hirak, qui là aussi qui fait preuve d'une très grande inventivité dans les slogans, dans les manières de manifester, etc. Je voulais revenir sur ce que vous disiez justement sur ces transferts culturels et sur la circulation à la fois des idées, des modes de protester. On était frappé en 2011 au moment de ce qu'on a appelé les révolutions arabes ou les soulèvements arabes par la circulation de la thématique de la dignité, de l'indignation. C'était la même année du succès de l'ouvrage de Stéphane Hessel, Indignez-vous. Et ce slogan Karama, la dignité, qui a circulé de pays en pays, bien au-delà d'ailleurs du monde arabe. Ce qui était d'ailleurs réjouissant pour les sociétés du Proche-Orient ou du Maghreb, qu'on a longtemps, je dirais, isolé comme une sorte de petit village d'irréductibles résistant à la mondialisation heureuse. Et là, au contraire, on avait l'impression que s'y inventaient des modes de protester singuliers, innovants et qui circulaient bien au-delà des frontières du monde arabe.
Et on peut dire tout de même qu'un slogan, qu'est-ce que ça veut dire un slogan comme celui de « tous, ça veut dire tous », qui est le slogan numéro 1 des manifestants au Liban ces temps-ci, Myriam Katus? Oui, c'est Kollo Yarni Kollo, c'est-à-dire en fait, c'est une sorte de signification d'un ras-le-bol généralisé à l'égard de la classe politique, on va dire, des responsables, c'est-à-dire il n'y a plus personne finalement au gré des épisodes successifs de la vie politique libanaise. Qui trouve grâce aux yeux des manifestants. Il n'y a plus, voilà, depuis, je dirais, le compromis qui a mené à la présidence en 2016, le général Michel Aoun. Plus aucun groupe politique ne représente finalement une alternative ou un lieu, une alternative pour prendre en charge les exclus, les méprisés, et même le Hezbollah qui se voulait justement le parti des exclus, qui a soutenu jusqu'au bout le gouvernement Hariri, qui ne voulait pas le voir tomber, eh bien se retrouve aussi en difficulté vis-à-vis de ce qui se passe dans la rue pour l'instant, c'est visiblement. Oui, aucun des partis politiques qui participent à ces gouvernements de compromis qui sont représentés au Parlement depuis la sortie de la guerre, aucun de ces partis politiques n'a jamais remis en cause les modèles de développement qu'a adopté le Liban dans l'après-guerre, qui est un modèle de développement. Et là, il y a un parallèle avec le Chili qui est vraiment très intéressant. On disait du Chili que c'était le pays qui était un peu à la préhistoire du néolibéralisme contemporain. Et le Liban, à l'échelle du Proche-Orient, a souvent été présenté comme la République marchande, c'est-à-dire cette sorte d'îlot de libéralisme économique et politique. Donc aucun des partis, des groupes politiques de l'après-guerre n'ont contesté les choix extrêmement néolibéraux et leurs conséquences inégalitaires qui ont été menés dans cette période de reconstruction. Michel Herman, comment vous voyez en tant que philosophe et auteur d'un travail sur cette colère qui donc peut prendre une forme collective, une émotion collective, comment voyez-vous justement ces slogans qui sont dégagistes, puisqu'en fait quand on dit tous, ça veut dire tous, bien on veut voir tout le monde partir, c'est jeter-les tous dehors d'une certaine façon. Oui, ça ressemble à des slogans populistes évidemment, et donc ça pose... entre populaire et populiste, on peut se poser la question. Oui, c'est-à-dire que je pense que c'est lancé comme un slogan populaire, mais ça peut devenir un slogan populiste si, au fond, le ressentiment l'emporte. Bon. Comme il vient d'être dit, aucun parti politique n'a jusqu'à présent pris en charge, finalement, de s'est opposé au confessionnalisme, au clanisme, à tout ce modèle de la société libanaise qu'il vient d'être décrit. Et la remise en cause joyeuse, faite avec des signes extrêmement émouvants, car les émotions persuadent, que par exemple jouer le l'hymne à la joie, comme on vient de le dire. Finalement, ces émotions, elles doivent à un moment, si elles ne veulent pas s'affaiblir, elles doivent à un moment trouver un leadership politique. Trouver une sortie politique. Il faut une sortie politique. Et ça... sinon, c'est le ressentiment qui va l'emporter, et la suite de la colère, c'est la haine. Ouais. Erika Guevara, vous êtes d'accord sur cette possibilité de sortie politique dans un contexte où on voudrait que tout le monde dégage, donc c'est assez compliqué. Enfin, ça n'est peut-être pas le cas au Chili ces temps-ci, mais ça peut être le cas dans d'autres espaces politiques, cette volonté justement de voir dégager les élites politiques parce qu'elles ne correspondent plus aux souhaits d'une population qui se trouve, disons, dans une situation économique et sociale difficile. Oui, au Chili, c'est la même situation, c'est-à-dire pendant 30 ans, le régime néolibéral n'a pas été remis en question. Je vous propose par exemple cet iceberg tel qu'il a été diffusé au Chili, où on voit la tête de l'iceberg, donc manifestation, problème autour du métro, puisque c'est parti de là, et en dessous de l'iceberg, on voit santé précaire, pension indigne, l'éducation, inégalité sociale totale, exploitation du travail, féminicide et violation des droits, etc. etc. C'est ce qui ne se voit pas. Exactement, c'est ça. Et c'est le grand paradoxe du Chili, c'est-à-dire l'exemple économique de l'Amérique latine, avec une croissance toujours forte, etc. Mais
un pays qui est profondément inégal. C'est avec une inégalité très forte entre les plus riches et les plus pauvres. Et donc, justement, la classe politique actuelle, Piñera, se fait élire avec un slogan de nouveaux temps viendront avec plus de... ça va mieux se passer maintenant. C'était ça son slogan politique. Et il se retrouve avec ce ça. dessin, par exemple, qui représente le Chili, qui fait le corps d'un papillon et donc qui se déploie comme un papillon de toutes les couleurs, avec le Chili se transforme, qui veut dire effectivement que ce pays qui est cristallisé autour de sa vision ancienne doit devenir un papillon après avoir été une chenille. Oui, un autre slogan là des manifestations, c'était le Chili s'est réveillé, hein, Chile se despertó. Et donc là, la sortie politique, on est en plein dedans, donc on ne peut pas encore savoir ce qui va se passer. Ils sont en train d'essayer. Piñera a annoncé plein de réformes pendant la semaine qui n'ont pas donné beaucoup de résultats. C'est-à-dire les contestations ont continué. Aujourd'hui, hier, il a changé son cabinet complètement, il a tout renouvelé et il y a des discussions. Aujourd'hui, le président de la Chambre et celui du Sénat allaient discuter d'une éventuelle nouvelle constitution. Donc il y a des tentatives de sortie politique, mais c'est pas gagné d'avance parce que là, il y a une porte qui s'est ouverte qui est très difficile à fermer. Oui, autre slogan sur place, on dit Piñera, le premier jour dit « nous sommes des délinquants », vous êtes des délinquants, le deuxième jour vous êtes des vandales, le troisième jour nous sommes en guerre, le quatrième jour la guerre continue, le cinquième jour dit « pardon, je me suis trompé ». Et le septième jour dit, mais c'est formidable cette marche, on est tous ensemble, c'est magnifique. Donc on voit effectivement comment il a été obligé de changer sa position tout au long de ces manifestations. Mais qu'est-ce qu'on dit de cette, entre guillemets, joie, ferveur, puisque ce sont les termes qu'on utilise, de cet humour aussi, parce que tous ces slogans qui m'ont été transmis par une amie chilienne sont tout à fait gais, enlevés et jouent beaucoup sur la dérision et l'humour. Oui, c'est ça, c'est les émotions. On est passé de la colère qui s'exprimait dans la rue à quelque chose de très festif, où on revendique la mémoire, etc. Donc il y a des émotions très positives qui se sont exprimées là pendant la marche de 1,2 million de personnes quand même, hein, de vendredi dernier avec des familles et tout. On voit aussi là comment le gouvernement a raté en fait vraiment un cadrage, c'est-à-dire il a raté, n'a pas réussi à donner du sens à ce qui se passait. Effectivement, les brigades, et en particulier les brigades très dures qui sont allées contre les manifestants, ont tué, ont roulé, ont blessé les gens. Et on voit comment les déclarations du gouvernement et des proches du gouvernement ont conduit à augmenter cette impression d'un décalage aussi fort entre les plus riches et les plus pauvres. Par exemple, parce que la première dame a parlé d'une invasion. En fait, elle a envoyé un WhatsApp, un audio WhatsApp qui s'est diffusé, qui est devenu viral, où elle parlait, elle disait, on dirait une invasion d'extraterrestres, ce qui se passe ici dans la ville. C'est assez indélicat. Et donc, justement, ça s'est diffusé et ce que vous trouviez dans les manifestations, c'était des gens habillés en extraterrestres, avec des slogans, etc., etc. Donc, ça montre justement cet humour et ce côté festif, finalement, des manifestations. Myriam Catus, justement, ça peut prouver, tout à l'heure Michel Herman nous faisait part de son scepticisme et de la possibilité que ça tourne au vinaigre d'une certaine façon s'il n'y avait pas de sortie politique, mais ça peut prouver aussi la grande capacité de rebond des populations et des foules quand elles ne tombent pas justement purement dans la violence ou dans la haine comme il semblait le craindre. Oui, évidemment, c'est difficile. On ne peut pas anticiper ce qui va se passer, ni demain. Voilà. Je serais un petit peu plus prudente par rapport... M. Herman a dit à plusieurs reprises qu'il s'agissait de révolte et certainement pas de révolution. Et probablement, je comprends ce qu'il veut dire. En même temps, je pense qu'il se passe des choses importantes dans la région, en tout cas sur laquelle je travaille, à plusieurs égards. Je pense que les systèmes changent, évoluent, se transforment et on verra bien dans le temps un peu plus long ce qui se passe. Et en particulier, vous pensez par exemple à l'Algérie où ça continue encore, ça n'est pas terminé, et où même si les médias ont détourné momentanément le regard de ce qui s'y passe, il y a des choses qui passent profondément à l'intérieur de la société algérienne, j'imagine. Oui, je pense à l'Algérie, je pense à la Tunisie, à sa trajectoire particulière, je pense au Maroc aussi. La contestation, c'est intéressant d'ailleurs, le Maroc, on disait avant 2009, avant 2011 que le Maroc était à l'avant-garde de la contestation sociale. Il se passe des tas de choses aussi très intéressantes.
Pour la question de... Pardon. Allez-y, ouais. allez-y. Non, je voulais juste dire, parce qu'à plusieurs reprises, vous avez dit, vous avez parlé de l'éventualité, effectivement, du débordement de la contestation ou de la protestation. Il faut bien voir, on le voit au Chili, on le voit aussi en Irak aujourd'hui. Les débordements sont aussi le fait des forces de l'ordre et des politiques de répression. C'est-à-dire que c'est là aussi que ça tourne au vinaigre, en quelque sorte. C'est aussi dans ces confrontations, je dirais, et la prise en charge, la capacité de répondre à ces demandes qui sont d'ordre effectivement très varié, qui partent du prix des échanges sur WhatsApp en passant par la chute du régime, par exemple, ou dans le cas du Maroc... certains manifestants ou opposants politiques, aujourd'hui prisonniers politiques, demandent la déchéance de leur nationalité. C'est quand même des significations très fortes, je dirais, de la rupture du pacte social. Donc, au-delà de cette diversité des demandes, on voit bien comment les capacités de réaction, de prise en charge de la contestation par les autorités publiques et d'ailleurs aussi par leurs partenaires internationaux impactent sur la façon dont ces mobilisations transforment la société. Le philosophe Pankaj Mishra, d'origine indienne, a publié il y a très peu de temps L'âge de la colère chez Zulma, et il parle des promesses extravagantes de la modernité qui provoquent justement ces colères selon lui. Qu'est-ce que vous en pensez, Michel Herman, de ces promesses extravagantes? Est-ce que ce qu'on connaît aujourd'hui, ce sont justement les fruits, ou les fruits, disons, aigres, de ces promesses extravagantes de la modernité qui n'auraient pas été tenues pour une partie des populations de ce monde? Oui, parce qu'évidemment, la colère sociale repose effectivement sur ces frustrations. Ça, c'est absolument évident. Il y a quelque sorte les fruits de la croissance qui sont très très mal partagés dans le monde mondialisé dans lequel nous vivons. C'est évident. Mais pour revenir... ce qu'on a pu connaître pour les Gilets jaunes en France, par exemple. Cette question fait partie effectivement des promesses extravagantes de la modernité qui peut-être n'ont pas été partagées à égalité sur l'ensemble du territoire. Oui, ils ont jugé qu'effectivement la politique n'était pas la même sur l'ensemble du territoire. Mais moi, ce que j'attends maintenant, au fond, qu'on attendrait des différents mouvements sociaux dans différentes aires du globe dont on vient de parler, c'est qu'on passe peu à peu, finalement, au modèle habermasien. Bon, je sais bien que ça semble un idéal, mais c'est celui du processus délibératif. Est-ce que vous avez à côté de vous une spécialiste de sciences politiques qui semble faire la moue? Elle n'a pas l'air d'apprécier. C'est pas le modèle habermasien que vous n'appréciez pas peut-être, mais c'est peut-être la possibilité d'y passer justement, Erika Guevara, à ce modèle habermasien. Oui, c'est ça. C'est-à-dire pour avoir des espaces publics, il faut avoir des endroits où on peut vraiment parler, où on peut s'exprimer, ce qui n'est pas complètement le cas dans des sociétés qui justement font appel à la répression très vite et à la contestation très violente de justement de ces modes expressifs. Vous dire que pour mettre en place un modèle délibératif, il faudrait que des deux côtés, chacun, exactement, le gouvernement et population, soient d'accord pour que la délibération puisse avoir lieu. Puis aussi, pour pouvoir s'exprimer, il faut avoir la possibilité de le faire. C'est-à-dire qu'il faut aussi être dans des conditions matérielles qui permettent d'assurer un certain niveau de vie aussi pour pouvoir développer une expression construite, cohérente, ce qui n'est pas le cas justement quand on doit travailler toute la journée et, comme disait le ministre de l'économie chilien, qui conseillait aux gens de se lever encore plus tôt pour prendre le métro. Comme ça, ils n'allaient pas payer aussi cher. Non? Donc, si on est pris par des problèmes comme ceux-là, qui sont de la survie, parler d'espace public, c'est un peu complexe. Merci à tous les trois d'être venus pour évoquer ces questions de colère et non pas de contagion. J'ai bien compris, je n'utiliserai plus jamais ce terme, Erika Guevara. Ça me vaut foudre, en l'occurrence, de contagion donc, dans le monde entier de cette colère. Et on va terminer par cette très belle chanson, justement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, de Victor Jara, El derecho de vivir en paz. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal, el derecho de vivir.
Tel que ce titre était repris avec des centaines de guitares sur la place d'Italie la semaine dernière. C'était donc au Chili. Merci à toute l'équipe de notre émission. Le temps du débat, Chloé Cambrelin, Rémi Baille, Fanny Richer, Hugo Boursier, Gwénoline Troyano et Louise André à la technique aujourd'hui, Marie-Claire Oumabadi, à la vidéo Cindy Le Grumelec, à la réalisation Anne-Laure Chanel.